J'ai remarqué ces dernières années de transmission euh, qu'il y a un écart entre la psychologie du moi euh, dans laquelle nous baignons, nous, qui est quelque chose aujourd'hui. Donc, je ne parle pas du christianisme, je ne parle pas des temps anciens, parce que nous vivons le moment actuel, qui est souvent qualifié de postmoderne. Bon. Aujourd'hui, je soupçonne que c'était différent déjà au début du XXe siècle. Je dis ça parce que, euh, en pensant aux poilus des tranchées, je pense que pour accepter d'aller mourir dans les tranchées, il faut avoir un sens du collectif et un sens de moi qui n'est pas le même déjà que celui d'aujourd'hui. Et rien que ça me met la puce à l'oreille et donc j'évite de tout mélanger. Aujourd'hui, cette psychologie du moi qui met moi l'individu au centre du monde. Ça vient de la métaphysique platonicienne, mais ça ne veut pas dire que l'entendement a toujours été comme celui que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire que cette situation où il y aurait moi, le sujet de l'expérience, entouré d'objets autour de lui, qu'on appelle le monde, mais qu'on appelle souvent dans cette psychologie du moi l'autre. Ah, ça m'a toujours choqué. Un singulier pour désigner un pluriel, ah, je trouve ça dingue. L'autre comme une masse autre que moi ça me fait carrément, rien que le mot l'autre me fait flipper. Ça me rend paranoïaque. Rien que l'usage de ces mots, si tu veux. Il y aurait moi le sujet, et autour de moi, le monde et un seul autre en tant que masse. Waouh! Tu vois le truc? Ouais. Alors, l'idée de communication, pareil, une idée complètement postmoderne, c'est qu'il faudrait communiquer. Ça consisterait en quoi? Parler, donner des informations. Tu vois, j'ai entendu une interview de Gilles Deleuze il n'y a pas longtemps, où il montrait dans les années 80 que cette idée de communication, en vérité, elle va du haut de la hiérarchie vers le bas. Et qu'en fait, un communiqué, c'est un ordre. Ce qu'on appelle un communiqué, c'est un Mm. ordre qui est donné. Et que l'idée de communiquer, par exemple, la communication, c'est la publicité. La Mm. publicité, c'est un ordre qui est déguisé en, oh, comme on disait dans les années 80, oh, c'est une information sur les produits. Donc, si tu veux, Réclame. oui, dans ce monde de la postmodernité, il y a une conception de l'être humain et du monde qui est telle. Alors, la notion de moi, prend une teinte que moi je trouve terrible, mais qui est très particulière. C'est vraiment, il faut se rendre compte que nous vivons dans des présupposés très très particuliers et je te faisais remarquer il y a quelques minutes que au début du XXe siècle, il est évident que le sens de l'être humain dans les différents groupes était déjà beaucoup plus prononcé qu'aujourd'hui. L'appartenance à une famille beaucoup plus prononcée, l'appartenance peut-être à une caste de travailleurs, tu vois, ou paysanne, artisanale, industrielle, très différent, l'appartenance à un village très différent, à une nation, et euh, si tu veux, sans moyens, sans smartphone, euh, les gens ont été faire la guerre pour défendre leur patrie. À l'époque de Napoléon, euh, des milliers de jeunes Français ont été à pied en Russie. C'est le sens du collectif, tu vois, à des années-lumière de l'ego.
isme que je cherchais à faire apparaître là en quelques mots. Tout ça pour dire que comme nous baignons dans cette représentation de l'être humain objectif ou subjectif, tu vois, parce que c'est ça les mots qu'on utilise. Moi, j'ai Oui, jamais compris. J'ai été journaliste, tu sais. Je n'ai jamais compris quelle différence il y avait entre l'objectivité et la subjectivité. Je continue dans ma blagounette de me foutre de la gueule, si tu veux, de la psychologie du moi. Parce que être objectif, c'est que moi perçois super bien les objets autour, oui. tu vois, et alors que subjectif, c'est que les objets autour sont perçus par moi. C'est la même chose. Oui, après, alors là, tu es dans une critique effectivement de l'acceptation moderne Oui, je de ces précise mots bien qu'on qui, est à la dans... base, sont kantiens et dans le contexte de Kant, Ah, mais moi, c'est bien j'ai précisé. jamais lu Kant. Là, je ne discute pas de philosophie, je parle de l'état, Mmh. euh, si tu veux, des préconceptions, des préjugés euh, du quotidien, Mmh. de l'usage de la langue qui permet les théories du management qui nous entraînent actuellement dans la vie post-moderne. Mmh. Là, je cherche à dresser un petit tableau D'accord, complètement caricatural et d'accord, OK. absolument non philosophique. OK, d'accord. Je ne parle pas de philosophie, je parle de la catastrophe postmoderne dans le mainstream, dans l'air du temps. OK. Et de la difficulté, comme nous vivons là-dedans. Même si je suis un adepte de la philosophie qui a lu des tas de bouquins, c'est très compliqué de ne pas vivre dans les présupposés actuels. Nous vivons peu ou prou dans une sorte de gloubi-boulga où moi est au centre. C'est juste ça que je voulais montrer. Moi est peut-être plus au centre qu'il ne l'a jamais été. Et le groupe a disparu. Là, on en est à l'idée de mondialisation. Donc toutes les étapes d'appartenance qui fait que le moi n'est ni tout puissant ni coupable de tout. Tu vois, dans les théories du management, il y a l'idée, je suis toujours dans la psychologie du moi, il y a l'idée que moi serait tout puissant dans le sens où euh, moi aurait le pouvoir de création du monde, alors à renfort de physique quantique, pour t'expliquer que c'est vrai, mais moi, créant son propre monde, euh, euh, est aussi responsable et voire coupable de tout ce qui lui arrive. Donc si tu veux, pourquoi se syndiquer ou appartenir à un mouvement révolutionnaire quand moi est responsable de tout et n'a qu'à s'en prendre à lui-même si quelque chose ne va pas dans sa vie. Il y a cette idée que à la fois de toute puissance et de toute impuissance qui va avec. C'est une terrible séparation ce que je décris. Là, ce que je décris, c'est presque le comble de la séparation. L'individu tout-puissant qui est responsable et coupable de tout ce qui lui arrive. Je suis désolé, quand quelque chose m'arrive, il y a le tissage peut-être d'une centaine d'éléments différents, et moi, en tant qu'individu, j'ai prise sur peut-être 10 paramètres parmi les 100 qui tissent la situation présente. Donc croire que je suis tout puissant et responsable et donc coupable de ce qui pourrait m'arriver de désagréable, c'est une théorie du management qui vise, comme toujours, à diviser pour mieux régner. Et on vit incroyablement là-dedans actuellement. Alors, l'enseignement de yoga ne passe pas du tout par là pour décrire
la qualité de l'être humain. Vraiment pas. Et dans les Samkhya-Karika, le résumé des Samkhya qui est porté au centre de l'ouvrage sur ces fameux 25 tattvas, 25 éléments constitutifs de Chitta, le fameux Chitta, le porteur de Chit. Donc là, on a, dans les Samkhya-Karika, un être humain qui est décrit comme un porteur de Chit, très particulier. Moi, j'aurais dit les 25 éléments de la composition du réel. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, parce que ça vaut pour Je dis pas tout. que j'ai raison, mais c'est comme ça que je l'ai vu jusqu'à maintenant. Oui, oui, oui. Je le vois aussi comme ça, mais je reconnais aussi le côté très anthropocentré. D'accord. Mais justement, là j'y venais à propos de Cheat. Ok. C'est que si tu veux, à la racine de la racine de la racine de la racine de cette compréhension du monde, qui ne va pas du tout, je précise tout de suite, que ça ne va pas à contrario de tout le socle profond humain, européen, chrétien, grec, romain. Il n'y a pas de contradiction, au contraire. Plus on recule dans le temps et plus les concordances sont évidentes. Mais je continue justement pour faire apparaître comment l'être humain est décrit dans les Samkhya et de façon très résumée dans les 25 tattvas. Donc on a, alors le Chitta que je cite, il est dans les Samkhya, mais il ne fait pas partie des 25 tattvas. C'est ça que je développe. Alors, nous ne sommes pas encore dans les 25 tattvas, mais nous y allons. Il y a un Chitta, celui qui porte Chit. Alors, là, les Samkhya sont clairs. Qu'est-ce que c'est que ce Chitta? C'est une addition de 3 éléments, de 3 tattvas des 25, la buddhi, ahamkara et manas. La buddhi, c'est l'intelligence formée sur le verbe boud, se réveiller de quand on dort. Ahamkara, c'est formé sur karman, enfin, kri, karman. C'est plus que le verbe faire, c'est l'acte sacré qui permet l'apparition du monde, karman. Et ahamkara, c'est moi-même karman. Tu vois, c'est ça que ça veut dire. Ce qui est très particulier, on traduit ahamkara par le moi ou l'ego. Oui, c'est vrai, mais étymologiquement, c'est pas ce que ça veut dire. Étymologiquement, ça dit moi-même fais le rituel sacré, karman. Moi-même est apparition, moi-même fait apparaître, on ne sait pas très bien, mais en tout cas, il est question de cela. Moi-même Oui. aussi en tant que point de la trame. Alors, j'ai pas encore parlé de trame, D'accord. justement, je vais venir tout à l'heure. Et le Ok. troisième point, c'est manas, euh, le mental, l'organe mental. Alors, manas est une indriya, un organe très important. Un organe parmi 10 autres, donc 11 au total. Il y a pour ce chitta, finalement, 11 organes essentiels, dont le premier ou le 11e, je ne sais pas, est ce manas, ce mental, qui, à la différence des 10 autres, est subtil. Les 10 autres, ce sont nos 5 sens,
et 5 organes d'action. 5 organes d'action qui nous permettent d'évoluer et d'agir dans le monde. Il y a la parole, donc la voix. Il y a la préhension, donc les mains. Il y a la locomotion, donc les pieds. L'expulsion, les moyens d'excrétion, et la reproduction dans les organes génitaux. Et ça, ce sont les 5 organes d'action. Et les 5 sens, on les connaît, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, et le toucher, on connaît ça déjà. Avec les organes eux-mêmes, l'œil, les oreilles, le nez, la langue, la peau. Bon, je ne vais pas en faire des caisses pour les 5 jnanendriya. Alors les sens sont appelés des organes de connaissance, jnana. Et les 5 organes d'action, c'est karman. Karmendriya, du verbe faire, mais pas n'importe quel verbe faire. Ce n'est pas les kriya indriya du faire du quotidien, non, c'est karmanendriya. Karmendriya. C'est-à-dire ce sont les 5 organes de ce fameux rituel, de ce fameux acte sacré qui est déjà contenu dans Ahamkara. D'accord, c'est super important pour ça parce que je passais mon temps, moi, à essayer de trouver les actions du quotidien, tu vois, dans les Non, Carmen. Tu as dit, tu les appelles comment, les actions du quotidien? kriya. Kriya Indriya, ok, Oui, c'est au début du livre 2, d'accord. il y a, au moment de la pratique, on nous pose le terme kriya, qui est sur la même racine kri que karman, mais karman, c'est l'acte sacré, et kriya, c'est l'acte, si on veut, du quotidien. Mais il y a une relation entre les deux. Oui, oui, mais ça m'éclaire du coup, parce que Ouais. le truc que j'essayais de faire n'a pas de sens, en fait. Donc, comme j'ai déjà dit beaucoup de choses, tu vois, là, mine de rien, je viens de poser 13 des 25 tattvas. Les 5 sens, les 5 organes d'action, et par ordre vers l'intérieur, si tu veux, l'organe mental qui donc est subtil, qui reste mystérieux mais que je vais expliquer, Ahamkara, le moi, l'ego, qui reste mystérieux que je vais expliquer, la buddhi, qui reste mystérieuse et que je vais expliquer. Tu vois, on va de l'extérieur vers l'intérieur. Et en ce sens, il y a quelque chose de comparable avec la psychologie du moi, bien sûr. Il y a un centre et une périphérie, évidemment, mais tout n'est pas bloqué dessus, justement. On va voir en continuant. Alors si tu veux, pour peut-être un peu gagner du temps et se débarrasser de 10 autres, 10 autres tattvas, encore plus à l'extérieur, si tu veux, de moi, tu vois, il y a un côté moi. Il n'y a pas de problème, en fait, avec le moi. Si tu vas en bas de la feuille, il y a les Mahabhutas, les 5 éléments. Hein. L'air, le feu, l'eau, la terre, et très important et différent de notre conception des choses, l'adjonction de l'éther, akasha, l'espace, l'éther, l'espace fertile. J'aime bien le terme espace fertile pour éther. C'est-à-dire que c'est un espace qui est certainement infini, mais qui accueille le monde. C'est le contraire du vide, très paradoxalement. Le vide, c'est qu'il n'y a rien. L'espace, c'est ce qui contient tout. Pas du tout la même chose. Et il y a 5 tanmatras qui sont les qualités potentielles des sens.
C'est-à-dire que les autres êtres que l'humain utilisent ces qualités potentielles des sens de façon différente de l'humain. Le sonore, le tangible, le visible, le sapide et l'olfactif, en tant que potentiel, chez l'humain, ça donne la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, comme nous le connaissons par l'œil, les oreilles, le nez, la langue et la peau. Et ça, c'est typiquement humain. Mais par contre, les potentialités pour cela existent en tant que telles. Alors, une plante va pouvoir sentir sans le nez, voir sans les yeux, etc. Et c'est en cela que les tanmatras, dans leur existence parmi cette liste, incluent très fortement les autres règnes que l'être humain, mais aussi les différences de perception selon les êtres humains. C'est-à-dire que nous avons beau avoir chacun des yeux, un nez, etc., une peau, bien qu'ayant tout cela en commun, nous ne voyons pas de la même façon. Nous n'entendons pas ni ne ressentons de la même façon. Parce qu'il y a des potentialités qui sont, entre guillemets, vécues, peut-être exploitées, vécues plutôt. Tu vois, là, je suis avec le français. Dans mon français actuel, il y a exploité. Système d'exploitation, management, tu vois. Donc, dans ma langue, il y a exploité, mais à un autre niveau de ma langue, il y a vécu. Et on est tout le temps aux prises avec la psychologie postmoderne. Normal, on vit dedans. Ça, c'est un bon exemple. Donc là, si tu veux, au niveau de la résolution de nos 25 tattvas, je suis super content parce qu'on vient d'en décrire 23. Ça, c'est vraiment trop bien. Donc de l'extérieur, avec les Mahabhutas, les éléments, la terre, tous ces éléments qui vont prendre forme en soleil, en cheval, en rocher, en planète, etc. Tu vois, c'est toujours les 5 éléments. Et pour ce qui est du vivant, il y a toujours les tanmatras qui sont des potentialités de perception, afin que les êtres et les choses soient interactives, compte tenu qu'elles auraient donc une autonomie interne. Voilà. Il y a cette idée de l'autonomie interne qui, sans parler du haut du tableau, mais on va y venir, est déjà perspective là par la simple logique. Alors, à propos de l'autonomie interne, je reviens à ce chitta. Donc, porteur de chit. Mais alors, qu'est-ce que c'est que chit? Eh bien, dans les Samkhya, et alors, tout ce que je raconte, enfin tout ce que racontent les Samkhya Karika, c'est une aparté, tout ce que racontent les Samkhya Karika, c'est déjà dit dans les Upanishads, peut-être 800 ans auparavant, enfin dans les 8 siècles précédents. Tout ça est très bien décrit dans les Upanishads, notamment dans la Brihadaranyaka Upanishad, qui reprend des éléments védiques prompts à apprendre la clairvoyance. Mais encore plus loin dans le temps, plus loin dans le passé, dans les brahmanas et surtout les aranyakas, des enseignements donc plus anciens que 8 siècles avant le début de notre ère, tout ça a été déjà traité. Et dans les Védas, à partir de 1500 ans avant le début de notre ère, 15 siècles, et au-delà, on n'écrivait pas, donc on n'en sait rien.
Tout ça a déjà été posé. Les samkhya ne font que reprendre de façon synthétique et courte les éléments précédents. Rien n'est inventé dans les samkhya. Alors, ce chitta et ce chit, cette idée de chit, elle est très ancienne. Ça vient des Védas. Tout ce que je raconte vient des Védas. Tout ce que racontent les Samkhya Karika viennent des Védas, et ça a été déjà observé sous différents angles dans les Upanishads anciennes. Ce porteur de chit, en fait, il serait au centre de notre système de kosha. Tu vois, donc je récapitule pour ce qui est du système de kosha, donc de ce placement de l'extérieur vers l'intérieur, ou le contraire, hein. Mais là j'explique de l'extérieur vers l'intérieur. Donc au plus extérieur, il y a le monde, là aussi. Mais ce monde, c'est avant tout les Mahabhutas, les éléments qui font le monde. Mais les potentialités d'être, qui sont liées au sens. Et puis il y a les 5 sens, qui font déjà partie de moi, avec les 5 organes des sens, qui font totalement partie de moi. Et pareil pour les karmendriya, les 5 organes d'action. Eh bien, pour pouvoir agir, ou encore plus simple, pour pouvoir percevoir, par exemple pour la vue, l'œil. Pour que mon œil, bon là je suis dans une pièce avec 4 murs, pour que mon œil perçoive ce qui se passe dans la pièce, il faut que mon organe mental rentre dans l'œil, un peu comme une main rentrerait dans un gant, l'organe mental qui est subtil, lui, qui n'a pas de matière, qui est vraiment, et qui fait vraiment intrinsèquement partie de moi. Il rentre dans cet œil et, par l'œil, moi, pour le coup, va toucher par l'œil le mur, j'ai une lampe là-haut, etc. Et donc tu vois, le fonctionnement de l'organe mental, c'est que c'est un peu le maître des formes et pour les Karmendriya, le maître de l'espace des actions. En fait, ce manas, c'est un rapport à l'espace, principalement. Et c'est pas du tout comme ça que c'est décrit dans la sphère globalo-bébête dont je me moquais tout à l'heure. Le mental est souvent décrit comme euh, Un sac de nœuds. oui, alors on parle de singe fou dans des enseignements bouddhiques, enfin bref, mais euh, c'était ce que j'entends, c'est ce que j'entends avec mes oreilles. Hein. Ce que j'entends, c'est souvent oui, mais t'es trop dans le mental. Bon, t'es trop dans le mental, ou non, mais ça laisse tomber, c'est mental. Mais on n'est jamais trop dans le mental, parce que pour être au monde, s'exprimer, percevoir, c'est par le mental que ça passe, et le mental, c'est comment, alors il y a un double sens, c'est comment moi exprime, comment moi désire, comment moi même veux, ça passe par l'organe mental. Mais cet organe mental, lui, en tant que tel, c'est juste c'est quelque chose d'ectoplasmique et ectoplasmique qui prend la forme de. Tu vois, les capacités plastiques de l'organe mental, ce serait, euh, si je dis euh, un éléphant rose, euh, un éléphant rose vole sur la planète Mars, l'organe mental est capable de puiser des mémoires en moi et de me proposer une image spatio-temporelle d'un truc qui n'existe même pas, sinon qu'il existe par les quelques mots que j'ai prononcés. C'est un truc de dingue, l'organe mental. Et ce n'est pas du tout quelque chose de mauvais,
Là, on entend souvent que oui, trop dans le mental, c'est mauvais. Oh non, mais là, c'est tombé, c'est une donnée mentale, genre c'est pas intuitif. Et d'ailleurs, il y a quoi? Il y a un problème. Il y aurait une valorisation de quelque chose de intuitif et une dévalorisation de quelque chose de peut-être plus matériel. De quoi on parle? Qu'est-ce que c'est que cette psychologie? Je pousse ça de côté parce que ça va nous embrouiller. Je cherche à montrer depuis tout à l'heure pourquoi l'enseignement de yoga est si difficile à percevoir, enfin à intégrer plutôt, à intégrer véritablement en moi, de façon à ce que je puisse vivre avec, alors qu'en fait il est si simple. C'est parce qu'il y a un décollement, il y a beaucoup de ressemblances avec notre monde et quelques différences à la racine qui font que l'arborescence change du tout au tout grâce ou à cause des quelques différences à la racine. Et c'est pour cela que les Samkhya-Karika ont été posés au début de notre ère. Comme rappel constant et aussi comme pédagogie de base, afin d'utiliser un langage, hein, tout ça est lié au sanskrit et au verbe, afin d'utiliser un langage qui ne trahisse pas constamment le réel. Et de façon primaire, un langage en sanskrit qui puisse nous aider à toucher ce réel. Cette jonction entre moi et la réalité, ça c'est ce qu'on appelle samadhi. Et de façon absolue, ce serait même kaivalya, la libération de la condition humaine. Pour le moment, la condition humaine, je suis dedans. Je suis baigné dans ma langue maternelle, dans l'état où elle est au moment où je nais, selon les circonstances, le lieu, les castes, etc. Donc la question de yoga, ça va être de se joindre par l'intermédiaire artificiel et provisoire de la langue sanscrite, tout simplement au monde pour de bon. Donc tu vois, le mouvement de cet enseignement de yoga, c'est de quitter l'individualisme pour se joindre à quelque chose de global, pour faire partie véritablement, connaissant, du global. C'est dingue. En fait, ça tombe à pic pour notre problème d'égoïsme postmoderne. Nous souffrons d'un égoïsme postmoderne et d'une forme d'isolement du monde et des autres, claquemuré dans notre moi, entouré d'objets et de l'autre en tant que masse informe avec laquelle il faut communiquer. Tu sais, le truc complètement paranoïde que je décrivais tout à l'heure, l'enseignement de yoga proposait, il y a 2000 ans, de quitter ça, de laisser tomber ça et de se joindre. Bon, je reviens au 25 Tattva, toujours de l'extérieur vers l'intérieur en cherchant à énumérer. Il y a les 5 Mahabhutas, il y a les 5 Tadmatra, les 5 Karmendriya et les 5 Jnana Endriya. Et l'organe mental, qui donc est une émanation de moi. De moi, mes désirs, mes phobies, tout ce que tu veux. C'est moi c'est moi qui fais l'organe mental. Mais c'est moi en tant qu'œil, en tant qu'oreille, en tant que peau, en tant que langue, etc. Mais c'est moi en tant que personne qui veut se reproduire
personne qui a besoin de faire caca ou de transpirer, personne qui a besoin de se déplacer ou de tenir quelque chose dans sa main. Là, c'est toujours cet organe mental qui va permettre que pour moi, vers moi ou de moi vers l'extérieur, comment dire, les choses puissent m'apparaître ou que je puisse me déplacer. C'est quand même tout un programme. Et donc, ce n'est pas quelque chose d'indépendant. L'organe mental est relativement, enfin très fortement dépendant de moi à cette première étape. Après ça, les choses vont se compliquer. J'en parle pas trop aujourd'hui pour pas trop compliquer, mais dans la mesure où l'organe mental se lie à l'espace, Kasha, afin de donner des formes, en fait, par l'espace qui est divin et qui contient tout, en fait, cet organe mental a aussi, c'est aussi le divin en moi qui s'exprime par l'extérieur. Euh, une vision extrêmement importante du shivaïsme. On y reviendra peut-être à la fin de l'explication. Donc, ouais, Moi, en tant que Purusha, du coup, en tant qu'être humain, oui, qui investit le royaume de Prakriti. toi. Oui, Ah oui, on peut faire cette parce que utilisation tu des disais mots-là. le divin qui investit l'espace. Le divin investit l'espace, Mm. de toute façon, Purusha ou Shiva, peu importe, Oui, est espace. Alors quand mon petit organe mental se joint à l'espace que je fais à longueur de journée, et plus je suis agissant, plus je vais à la rencontre du monde, plus je vais avec, tu vois, sortant de ma... C'est ça le shivaïsme. C'est considérer que plus j'agis, plus je vais à la rencontre, plus je vais avec, et plus je deviens cela. Je deviens le monde, et je deviens cet espace qui accueille le monde, donc Shiva. La façon de trouver, de rencontrer le divin, Shiva, entre guillemets, du shivaïsme, c'est aller à l'aventure. Pas beau ça? C'est une évidence. Mais qui donc là, pour l'organe mental, bon, du coup on est un peu perché, pour l'organe mental, tu vois, ça inverse l'explication première que je donnais, qui était que l'organe mental est une émanation de moi. C'est vrai, phénoménologiquement, pour moi, enfermé dans moi, l'organe mental est l'expression de moi dans le monde et le monde qui vient à moi par l'organe mental. Lorsque, si tu veux, lorsque je me concentre dharana, je projette moi dans le monde où j'essaye de saisir, j'essaye d'attraper. Tu vois, c'est pointu, c'est la concentration. Mais lorsque j'abandonne cette expression de moi qui veut, qui désire être, voir, prendre, etc. Lorsque j'abandonne, cette focalisation de l'organe mental vers est au repos. Et dans ce repos, il y a au contraire quelque chose d'ouvert. Et c'est le monde qui est accessible à moi. Parce que du coup, j'écoute. Tu vois, c'est ce qu'on appelle l'écoute en français, c'est ça. Écouter, même par les yeux, c'est abandonner euh, le côté volitif. Si j'abandonne le côté évolutif, il ne reste que le cœur, donc on y vient dans le reste enfin, c'est-à-dire dans Purusha et Prakriti, il ne reste que deux
Tu vois, il ne reste que 2 finalement, Tattva sur les 25. C'est très simple leur truc. C'est vraiment du niveau, je dis toujours que c'est du niveau école primaire. Allez, niveau CM2, mais c'est à la racine de la vision du monde. C'est-à-dire que si on cherche à voir l'enseignement de yoga en restant sur la psychologie du moi égoïste, ça va jamais le faire. On va vouloir projeter la psychologie du moi égoïste sur l'enseignement de yoga plutôt que d'abandonner tout, de se mettre à l'écoute et donc arrêter de projeter. Là, l'articulation de ce que je voulais montrer, oui, je réponds à une question à la base, mais avec le désir de montrer pourquoi l'enseignement de yoga a l'air difficile à comprendre, mais c'est vraiment une illusion. En fait, c'est hyper facile. Avoue que euh, c'est hyper facile pour un Européen. Nous partageons le même alphabet, des langues très proches, des structures de société très proches, avec l'Inde antique. L'Antiquité européenne et l'Inde antique se ressemblent énormément, déjà par la langue et la structure des sociétés. On se calme. Tu vois, sortons de cet égoïsme, parce que c'est vraiment pas la mer à boire que d'abandonner, et ça c'est typique de l'enseignement de yoga. Puis, une fois qu'on a expliqué tout ce que je suis en train de t'expliquer, une fois que c'est vu, les structures, bah, le truc, il y a un abandon. Et dans l'ouvert de l'abandon, j'arrête de croire en des trucs. Arrêter de croire, dans l'ouvert de l'abandon, eh ben, je commence à entendre et à être avec. Samadhi, Kaivalya, tant que je suis vivant, peut-être pas. L'absolue version de Samadhi, pour toujours. Euh, mais moi, en tant qu'être humain ignorant, en fait, le moment où la connaissance prend forme, c'est une fraction de seconde toujours. Au moment où la connaissance prend forme, ce moment de samadhi, dont je précise qu'il se manifeste par la joie, comme sensation physique. La joie, c'est quelque chose de physique, c'est down, c'est apaisé, c'est doux, c'est chaleureux, c'est spatial, calme. Le contraire de l'allégresse, qui serait plutôt vibrante, excitation. Ça, c'est pareil. C'est pareil. Moi, j'ai été instruit de tout ça. J'avais pas du tout compris que la joie et l'allégresse, c'est le contraire. Ça, c'est très important parce que c'est vraiment une confusion que tu retrouves partout Ah oui, entre joie et allégresse. ah oui. Alors, moi, On a, comme un idiot, j'essaye d'expliquer qu'il y a une joie exaltée et une joie douce, mais tu as raison, la joie exaltée, c'est l'allégresse, c'est pas la oui, joie. oui. La joie, ça accompagne ce samadhi, c'est-à-dire cet instant de lucidité. On dit instant de connaissance, ça fait un peu savant. Non, c'est un flash de lucidité, pour utiliser un langage trivial. La lucidité, c'est toujours en un flash. On a beau étudier longtemps quelque chose, c'est comme Newton qui prend une pomme sur la tête. Tu vois, c'est la même image. Euh, Il y a un instant où ça prend forme. Là, il y a un genre de Mm. sphère de connaissance qui apparaît et qui d'ailleurs disparaît. On en Et revient au problème de maths. oui, il y a cet exemple que nous avons tous connu quand on était écolier. Dans une interro, voilà.
on analyse le problème et on n'a pas la solution parce qu'on est en mode analytique, concentré. Et la solution apparaît en un flash au moment où le système analytique est au repos et où d'ailleurs je passe de cette posture à un redressement, etc. On a déjà parlé souvent. Bon, alors je reprends sur mon chitta, le porteur de chit. Il est donc constitué de manas, de ahamkara. Et cet ahamkara, on n'a pas encore défini ce que c'était. Ce fameux moi, ce fameux ego dont on parle tout le temps. Mais on n'a pas défini non plus encore la buddhi, l'intelligence, et on n'a pas défini non plus chit. Et on n'a pas défini non plus purusha et prakriti. Et c'est là que ça devient important. C'est-à-dire que jusqu'à présent, je décrivais les tattvas qui sont dans la manifestation. Je décrivais finalement le bonhomme, ou la plante, ou le cheval, ou le rocher. Mais, alors ça c'est dans notre monde manifesté. Dans cette vision du monde comme dans la nôtre, il y a le plan des manifestations qui est en dur, et il y a l'au-delà, qui n'est pas touchable par les sens, qui échappe justement à la fois à l'organe mental, à la fois au karmendriya, à la fois au jnanendriya, c'est-à-dire que les sens et les organes d'action et l'organe mental ne peut pas aller au-delà. Donc nous n'avons pas de représentation de l'au-delà, mais dans ce samkakarika, et là ça devient une croyance si tu veux, mais qui est reconnue ou pas, dans cet au-delà, alors l'au-delà évidemment est espace. Et dans cet au-delà, il y a les deux tattvas qui nous intéressent de regarder maintenant, qui est Purusha et Prakriti. C'est ce qui donnera, c'est sur ces idées qui donneront plus tard Shiva et la Shakti, la puissance. Donc un couple Dieu-déesse qui s'exprime de façon très imagée dans le shivaïsme, si tu veux, mais qui là est plus abstraite dans le Purusha et la Prakriti védique. Mais ça veut dire la même chose. Alors, Purusha, c'est l'être. C'est un être, enfin c'est l'être, c'est pas un être. L'être avec un E majuscule, et cet être est non agissant. C'est un être étant, mais qui n'agit pas. J'évite de dire conscience, parce que le mot conscience en français est vraiment trop protéiforme. Tu vois, entre l'hyperconscience de Purusha et le moi qui a conscience d'être assis en tailleur, c'est pas tout à fait la même chose. Tu vois, j'évite le mot conscience, mais souvent on décrit Purusha comme la conscience suprême ou Oui, sans mettre suprême, pour moi, enfin jusqu'à notre rencontre, la traduction la plus simple pour cheat, c'était conscience. Ouais. ah mais là je parle de Purusha pour le Ah, tu moment. parles de chat, d'accord, ok, excuse-moi. Pour le moment, je parle de Purusha. D'accord. Donc l'être avec un E majuscule, mais qui est déjà souvent traduit comme conscience. Je dis ça, voilà. Mais cheat aussi est traduit par conscience, hein. Oui, je parlais de cheat, moi, Je j'ai sais très raté une. bien. Mais dans mon explication, je cherche à être le plus euh, fidèle possible à ce qui peut être vu. Je cherche à être méthodologiste, à rester dans quelque chose qui pourrait être raconté aux enfants, quoi. Non, bah, pour nos enfants, c'est peut-être un peu compliqué. Encore, on va savoir. Faut savoir.
J'ai jamais pris la tête à mes enfants avec ça. Ils ont déjà suffisamment. Tu vois, quand on est enfant, notre job, c'est de nous intégrer au monde tel qu'il est, celui de la famille, du village, etc., de l'école, du groupe. C'est ça le job d'un enfant, pas de se prendre la tête, quoi. Bon. Mais en tout cas, dans l'au-delà, il y a Purusha et il y a l'être et Prakriti. Le cri de Prakriti, c'est toujours le cri de Karman. Et Pra, c'est ce qui précède. Et c'est cette étymologie-là qui est dit la même chose que Shakti. Quand on dit Prakriti, on dit la même chose que Shakti. Shakti, c'est la puissance, et Prakriti, c'est ce qui permet l'acte rituel total qui fait apparaître le monde. C'est bien la puissance dans les deux cas. Donc ce que disent les Védas, et les Samkhya Karika en l'occurrence, c'est que au-delà se trame dans l'espace une alchimie entre Purusha et Prakriti qui fait apparaître. Et faire apparaître, moi je me permets de dire que ça s'appelle un désir. Moi je me permets de le dire. Mais parce que c'est dans un grand sujet des Upanishads. Donc je me permets d'introduire ça. Je suis assez sûr de mon coup, si tu veux. Oui, j'imagine que tu es Sinon- toujours sur, oui, sinon je ne me permettrais pas. même si tu n'as pas l'air. Oui, non, mais je ne me permettrais pas du tout. Bien sûr. Donc, si tu veux, il y a des tattvas qui ne sont pas. Alors, dans le bouddhisme et dans le shivaïsme du Cachemire, on rajoute des tattvas. 36 Oui, oui, je tattvas, suis plutôt à 36 dans certains. absolument, voilà. Mais moi, j'aime bien la forme des Samkhya Karika de seulement 25 tattvas parce que les autres tombent sous le sens. Et c'est en tant que pense-bête, anti-sèche ou aide-mémoire, c'est toujours plus pratique d'avoir une anti-sèche avec moins d'éléments. Moins il y a d'éléments, plus c'est facile à retenir. Et c'est en ouvrant la boîte de Pandore, d'une certaine façon, que l'arborescence apparaît dans sa complexité. Mais à la base, on a un bon petit truc bien séquencé pour se souvenir. Alors donc, tu vois, là, on est en train d'adopter le mouvement inverse. Tout à l'heure, dans notre système de kosha, de pelure d'oignon, là, on allait de l'extérieur vers l'intérieur, mais maintenant qu'on a touché le plus interne qui débouche au-delà dans l'espace, quand même, je te fais remarquer au passage que en allant de l'espace vers l'intérieur, on débouche dans l'espace le plus absolu, au-delà, où, dans Akasha, où réside Purusha Prakriti, qui désire l'univers. Alors apparaît l'univers. Et cet univers apparaît en une multitude d'étincelles. Et ce sont ces étincelles qui sont nommées chit. Et avoue que l'onomatopée chit est parfaite. Ça s'y prête bien. Oui. Alors, si tu veux, une étincelle va être un soleil, une autre un autre soleil, et une autre étincelle va être une mouche, ou un arbre, ou un être humain. Devenir cela dans la manifestation. Alors, Chitta, c'est le porteur de Chit, on est bien d'accord. Alors, comment ça se passe? C'est que ce Chit, si tu veux, projeté dans l'espace, c'est cette multitude de Chit, et là, je vais maintenant de l'intérieur vers l'extérieur réénumérer les mêmes tattvas. Ce Chit, bon, dans les Upanishads et les Védas, Chit, c'est juste l'étincelle, mais très vite, ça devient Atman. Et Atman, alors Chit, ça se traduit par conscience.
Atman, ça se traduit aussi par conscience. Purusha se traduit par conscience. Mais tu vois, on a quelque chose qui est beaucoup plus précis et finalement assez mécanique à la base. Ne surtout pas rester prisonnier de cette mécanique. C'est pour ça que je précise tout le temps qu'on est à la maternelle. En CM2, c'est fini. En CM2, on ne parle plus de ça, c'est intégré. Mais pour le moment, on est à l'école primaire et on cherche à intégrer les quelques mots, ce sont des mots du sanskrit, qui nous permettront, je rappelle, qui nous permettront d'être en rapport en rapport au monde, plutôt qu'en rapport à un film. C'est bien de ça qu'il s'agit. Donc ce cheat, dans une forme un peu plus évoluée, si tu veux, plus déployée, je me fais sans arrêt avoir par le français. J'ai envie de le dire déployer, je fais même le geste. Et le mot qui sort, c'est évoluer. De l'évolution. L'évolution, c'est quelque chose qui va d'un point A vers un infini. Et tu vois, le concept d'évolution échappe au temps cyclique. Donc, par rapport à ce que nous exprimons aujourd'hui, ça ne va pas. Le terme évolution n'a rien à faire là. Le terme création n'a rien à faire là non plus. Donc, c'est pour ça que l'expansion, c'est infini. J'utilise volontairement le terme apparition. Apparition, d'accord. Et disparition. Et vie, activité, pour les 3 gunas. Donc j'utilise les termes des 3 gunas pour montrer ce qui se passe. Et je fais bien attention à ne pas utiliser les termes de la Bible. Donc le vocabulaire de cette apparition du monde, c'est comme je l'utilise là, avec quelques erreurs de temps en temps que je souligne. Parce que je me fais rattraper par mon français. Donc de Purusha et Prakriti apparaissent une multitude de cheats qui, dans le déploiement de cette même énergie d'apparition, sattva, deviennent Atman. Mais comme tous ces Atman, qui sont donc des parts de Purusha Prakriti, qui sont des parts de conscience, si tu veux, qui deviennent Atman, et la Bouddhi, c'est encore quelque chose de plus apparent. Parce que Atman, c'est difficile à voir. Mais la Bouddhi, ça, l'intelligence, ça commence à être plus concret. Et c'est pour ça que là, ça devient un tattva. Chit et Atman ne sont pas des tattvas, parce qu'ils appartiennent finalement, bien qu'étant dans la manifestation, ils appartiennent encore au non manifesté. Juste pour ma gouverne, Oui. Brahman, tu dirais c'est Purusha ou tu dirais c'est Purusha Prakriti? Brahman, c'est ni l'un ni l'autre. Brahman, c'est la parole totale qui émane de l'au-delà. Okay. Brahman, c'est la parole totale, celle que les rishis ont entendue. Un brahman, c'est un porteur de la parole totale qui émane de l'au-delà. Et donc, quand on dit Atman et Brahman, ouais. Atman est également la parole de l'au-delà. Émanation de l'au-delà comme Brahman. D'accord. Ok, merci. Ouais. Oui, c'est vrai, j'avais laissé le mot Brahman de côté, mais tu vois, on peut tout ajouter. Oui. Mais c'est très important. Brahman, ça vient vraiment des Védas. Et dès le début du Rig Veda,
euh, ça fait partie de... Et, et ta question tombe vraiment à pic, parce que c'est vrai que ça fait pas... Le mot Brahman apparaît dans les Védas pour expliquer comment cette connaissance est parvenue aux rishis. Ces ancêtres voyants magnifiques, dont finalement l'histoire et les pouvoirs sont comptés et exprimés dans les Védas, les rishis ont entendu Brahman, la parole totale, et donc ils deviennent des porteurs de ce Brahman, donc des brahmanes. Il y a un Brahman, il y a le Brahman. C'est pas la même intonation, c'est vrai, mais c'est le même mot, effectivement. Il y a un accent tonique, puis même une façon différente de le dire. Il y a un accent tonique sur le A, mais pas seulement. Souvent, par l'intonation, tu sais très bien de quel mot on parle. Comme l'utilisation de Purusha. Purusha, c'est l'être absolu au-delà. Mais Purusha, c'est aussi chaque être humain. Mais Purusha, c'est aussi chaque divinité. Chaque divinité, Hanuman ou Brahma, Krishna, les divinités sont peut-être plus des créations de l'humain à son image. C'est-à-dire que l'humain crée Dieu à son image, crée l'absolu à son image, et ça donne les divinités. Donc les divinités sont à la fois des émanations de l'au-delà, mais des projections de l'humain, et c'est entendu. Donc si tu veux faire le parallèle avec nos mots à nous, ce que nous appelons Dieu, nous, pour les Samkhya et le monde védique, c'est Purusha Prakriti, en tant que globalité au-delà, c'est Dieu. Mais par contre, les divinités, dans le sens grec ou romain du terme, euh, elles sont à la frontière entre l'au-delà et le manifesté. Je n'ai pas dit l'ici-bas. Tu vois, j'ai failli dire au-delà ici-bas, mais non. Parce que ce n'est pas cette géométrie spatiale-là qui est utilisée. Tu vois bien que lorsqu'on va vers l'intérieur, wesh, on débouche sur l'espace infini, et quand on va vers l'extérieur, on débouche au même endroit. Dans cette conception dont je parle et que j'essaye d'exposer. Tu vois, là, ça ressemble au donut de... Tu sais, il y a un truc de science quantique ou je sais pas quoi qui est comme ça, qui a un truc en forme de donut, où qu'on aille, on tombe sur l'infini. Je suis nul Oui, en physique quantique, donc je peux oui, pas te... je pense que c'est allusion au lemniscate. Alors, il y a le lemniscate, mais il y a aussi un truc en forme de donut qui exprime les trous noirs, qui exprime pourquoi il y a des trous noirs, c'est-à-dire qu'ils sont comme des passages vers l'infini. En tout Le cas, lemniscate en tant que 8 inversé, ça fonctionne pas, mais à la base, le lemniscate, c'est le ruban romain. oui, mais moi je te parle pas je te parle D'accord, d'un donut. un donut, d'accord. Tu as un truc avec un trou. Ah, Donc le tore. l'espace est aussi bien dedans qu'autour. Oui, c'est le tore. Ouais. Oui, voilà. Donc il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là dans ce que je suis en train d'essayer de montrer, mais ça marche, c'est-à-dire que ça ne fonctionne pas avec les explications de la physique quantique, mais ça dit la même chose avec le vocabulaire. Et j'insiste avec la question du vocabulaire, parce que le vocabulaire est un artifice de représentation, mais qui fonctionne pourvu que la chose soit vue. C'est-à-dire que on parlait tout à l'heure du mental, tu as vu que l'organe mental est quelque chose de complexe parce qu'il vient se tisser dans le monde. Et donc c'est pas un truc à la con, un objet, c'est tissé. Donc il y a une complexité qu'il faut voir
sur le mental. Donc le mot mental, manas en sanskrit, représente une occasion de relation avec la complexité réelle de la chose. Une fois que tu es en relation avec la complexité réelle de la chose, le tissage, l'intrication de plusieurs éléments en un phénomène qui est symbolisé par le mot manas. Le mot manas n'est plus utile parce que tu es en relation avec la trame, la chose tramée dans sa complexité. Mais le mot manas aura été nécessaire dans cette période d'apprentissage pour toucher la chose. Et le mot manas symbolise toutes les explications qui ont été données. Tu vois, c'est comme ça que ça marche. Le langage d'une façon générale, à l'insu de notre plein gré, mais là, dans la transmission du sanskrit, il faut que ce soit concret et, en plus, intégré. Parce que c'est pas le tout de voir les choses là dans notre échange, et hop, ça ressort par l'autre oreille. Il y a une transformation de l'être humain qui est très importante, pas totale, mais très importante en intégrant ces données-là. C'est-à-dire que intégrer les 25 tattvas, en tant que ça se pratique, détaché du fruit de l'acte, répétition, détaché du fruit de l'acte, ça va faire le passage entre le vu et par répétition détachée du fruit de l'acte, ça va s'intégrer. Et ça, c'est vraiment les moyens pour apprendre la musique, la danse, tout. Et cet enseignement de la clairvoyance euh, que nous cherchons à initier. Donc là, je reviens à mon truc d'école primaire. Euh, donc je récapitule. Purusha Prakriti au-delà. Chit, c'est encore de l'au-delà, mais qui est déjà dans le manifesté. Atman, c'est encore de l'au-delà, mais qui est déjà dans le manifesté. Et la buddhi, l'intelligence, ah ben ça commence à être présent. Mais tous ces êtres en devenir et agissant, il y en a une infinité. Pour s'en convaincre, il suffit de lever le regard au firmament, la nuit, et de voir dans le ciel étoilé la multitude. Toutes ces multitudes agissantes, c'est-à-dire se rencontrant, agissent, mais portent des fruits. Chaque fois que quelque chose advient, il y a un fruit, une conséquence. Et si tu veux, là je parlais de l'intelligence, tu vois, je parlais Chit, Atman, la buddhi et l'acte. Parce que j'arrive à Ahamkara. C'est pour ça que tout à coup je parle de l'acte. Aham Karman. Ce qui se passe, c'est que tous ces êtres sont agissants et tous les actes portent fruit. Et les fruits sont des mémoires. Les fruits des actes. Ce sont des mémoires qui viennent s'ajouter à la constellation de Chitta déjà présent. Alors qu'est-ce que c'est que Ahamkara? Eh bien, c'est que pour que moi, Joachim, apparaisse dans cet univers qui est déjà là. Au moment où Joachim apparaît, probablement dans l'utérus de ma maman, au moment où j'apparais, le monde est déjà là depuis longtemps, si tu veux, et euh, je suis, au moment où j'apparais, le fruit, moi, ce moi-là en devenir. Je suis le fruit de mon papa, de ma maman, de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents, de mes arrière-arrière-arrière-grands-parents, etc. Donc je suis le fruit d'une multitude et donc je suis tissé d'une multitude. Mais je ne suis pas seulement tissé de la multitude de mes parents.
de ma généalogie. Je suis aussi tissé de tout ce qu'ils ont vécu. Et je suis tissé de tous les phénomènes et tous les objets et toutes les choses qu'ils ont rencontrés jusqu'à la nuit des temps. Et donc tu vois que ce ahamkara que je cherche à te décrire, en fait, il s'appelle d'un autre point de vue karma ashaya, le réservoir des actes. En fait, ahamkara est un point de conjonction particulier dans karma ashaya, le réservoir des actes, le réservoir total de la totalité des actes, karma ashaya. Eh bien moi, ahamkara, je suis un... Tu imagines une trame infinie, un, un peu comme l'imagerie médicale représente les synapses et les neurones, la texture du cerveau, une infinité, une trame infinie. Eh bien ahamkara apparaît dans un lieu géographique particulier de cette trame qui est nommée karma ashaya. Alors, de là où je suis, dans ma proximité, alors que je ne suis même pas encore né, hein, dans ma proximité, il y a ce qu'on appelle l'inné. Tous les trucs de mes parents, de ma descendance, etc. Et des mystères. Dans l'inné, il y a des mystères. Dans l'inné, il y a que je suis peut-être déjà soldat, que mes parents ne sont pas. Parce que dans la structure de la trame qui est déjà mon ahamkara à moi, tu vois pourquoi ça s'appelle ahamkara? C'est un truc de ouf. Le nom est bien trouvé. Eh bien, je suis déjà fait de tout cela, y compris de trucs qui apparemment n'ont rien à voir avec la choucroute, et qui fait que c'est dans mon inné. Donc je vais me développer, bébé, machin, je nais, et je suis déjà un soldat dans ma tête, alors que mes parents, c'est des 68ards, c'est des babacools. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le monde marche comme ça. C'est pas tel père, tel fils de façon... c'est pas si simple. On a tous remarqué déjà que c'était pas si simple. Bon, à ça, une fois que je suis né, va s'ajouter l'acquis. Mon acquis, mes actes à moi, Ahamkara, agit et produit des fruits, des mémoires, etc., etc. Et donc je vais devenir Ahamkara, c'est-à-dire une trame encore plus complexe que celle d'origine, parce que va s'y ajouter tout le fruit de mes actes, mais aussi le fruit des actes des autres. Et c'est là où les théories du management et de la manipulation par la division ne marchent pas du tout. C'est que... Et c'est clair. Mais ça marche absolument pas, parce que mes actes à moi par rapport aux actes du monde, mais c'est peanut. Tu vois? Moi, je suis tout puissant et je crée mon monde, mon cul. Oui, j'ai une part de puissance importante pour orienter. Mais ça, il faut avoir fait du surf. Si tu veux, les gens qui ont fait du surf ou du parachutisme ont un avantage de compréhension sur les autres euh, au niveau de l'expérience sur ce que c'est que la maîtrise. C'est-à-dire que la maîtrise, c'est le contraire du contrôle. Et pour surfer une vague, il faut quitter le contrôle et toucher la maîtrise. Et c'est pour ça qu'on adore tellement surfer des vagues, même si à la fin on tombe. Il y a toujours, chaque vague surfée se termine par une chute, mais le surfeur en a rien à foutre. Le surfeur est attaché à cette joie de l'instant de surf. Et le surfeur est d'accord pour ramer toute la journée sur un spot et ne parvenir à choper aucune vague. Le surfeur est d'accord pour tout ça, parce que son truc, c'est le surf. Mais le surf, c'est quoi? C'est ramer à plat ventre sur une planche et chuter. Mais ça, les surfeurs ne le voient pas. Les surfeurs ne voient que la vague et le surf. Et ça, c'est comment dire,
une métaphore du yogi, absolument, surtout du yogi tantrique, absolument parfaite. La condition humaine, en fait. Au-delà du yogi ou du yogi tantrique, c'est la condition humaine. Mais dans ce cas-là, de plus merveilleuse. C'est-à-dire que l'enfer, c'est de dire ouais, j'en ai marre de cette existence, à plat ventre sur une plage, ramer avec les bras. Et dès que tu essayes de faire un truc, tu tombes. Tu vois? Ça, c'est un point de vue sur l'existence humaine qui est catastrophique, mais le même point de vue, c'est de dire waouh, le surf, c'est génial, j'adore, je suis un surfeur. J'ai discuté il n'y a pas longtemps, j'étais à Rennes, j'ai rencontré un gars que je salue et qui me disait moi, je suis un surfeur. Prof de yoga, tu vois. Ouais, bah, j'ai parfaitement intégré le truc. Bon, mais voilà pour Ahamkara, de vertigineux Ahamkara. Alors, euh, quand on dit oui, non, mais le mot, l'ego, un machin, pareil que pour le mental, hein, un machin, il est trop dans l'ego, gna gna gna, l'ego, l'ego, l'ego. Oh, ça ne veut rien dire, quoi. C'est-à-dire que chacun des tattvas est vertigineux. En relisant, la feuille à tête reposée demain, voit le côté complètement vertigineux de chaque tattva. Purusha, vertigineux, prakriti, vertigineux, la bouddhi, dans ce qu'elle est l'expression de Chit et de Atman, qui devient intelligence. Alors, en notre cœur, au cœur de Chit, il y a la bouddhi. Et interne à la bouddhi, il y a Atman. Attends, interne à la bouddhi et Atman. Oui, à l'intérieur de la bouddhi, Atman, à l'intérieur d'Atman, Chit, et au-delà, l'espace où réside Purusha Oui, Prakriti. Là, c'est que plus on va vers l'intérieur, plus oui, j'étais dans le mauvais sens. on arrive à Chit et ouach, ça rouvre sur l'infini. Où réside Purusha et Prakriti. Ça, c'est vers l'intérieur. Et vers l'extérieur, euh, l'intelligence qui est voilée. Alors, si tu veux, je continue mon truc. L'intelligence qui est voilée, j'ai l'intelligence au cœur. Et mon truc de mémoire, c'est autour. Donc en fait, l'intelligence a beau être voyante, si moi je me fais un délire, eh ben, l'intelligence va voir le délire de moi. Et donc l'intelligence va montrer, faire apparaître, l'intellect va donner des solutions pour un film. L'intelligence est constamment intelligente. Alors ça, c'est aussi un truc très particulier à cette vision des choses, mais le christianisme disait la même chose il y a 1000 ans. Hein. C'est-à-dire que Atman, c'est l'âme d'il y a 1000 ans. C'est pas l'âme d'aujourd'hui. L'âme d'aujourd'hui, c'est confusé, confondu, pardon, avec l'ego. Quand on dit mon âme va se réincarner, c'est qu'on croit que moi va se réincarner. Ben non, ce qui se réincarne toujours, c'est l'âme divine, c'est-à-dire en sanskrit Atman. Mais tout dépend, tu vois, avec ces histoires de mots, tout dépend de comment on entend les choses et dans quel système on est pris. Donc je continue mon petit truc de l'intérieur vers l'extérieur. Donc il y a cette intelligence en mon cœur, mais mon film qui apparaît devant l'intelligence. Alors, selon ce que moi élucubre, eh bien, l'organe mental va faire ceci, cela. Donc, perpétuer mon film. Sans rapport
à ce qui advient. Et c'est là, si tu veux, où le conditionnement s'explique très bien. Un barbu, alors je recommence avec mon histoire de barbu, un barbu apparaît dans l'espace mental adapté à la vue. Un barbu apparaît, et si j'ai en mémoire des histoires de terrorisme islamique et tout ça, je vais avoir peur. Tu vois, il y a une réaction, conditionnement, peur. Un barbu arrive, peur, un barbu. Mais si je suis empreint de christianisme, de Jésus et tout ça, pour moi, le barbu, c'est Jésus. Et dans ce cas-là, le même barbu arrive dans mon champ de vision, et pour moi, ça va faire une, j'allais dire une joie. Non, un émerveillement. Tu vois, un côté, un barbu, tu vois, justement, une allégresse. Un allegria. Oh, les barbus! Je te kiffe, mon barbu, machin. Enfin, tu vois bien que dans l'un cas comme l'autre, qui sont des cas théoriques, il n'y a pas de relation, il n'y a pas de samadhi, il n'y a aucune relation avec ce qui advient. C'est mon film, donc des mémoires, des graines qui sont que j'ai dans le buffet, dans mon ahamkara, des mémoires latentes, samskara, qui germent, et ce que je vois, c'est le germe en train de se déployer, et ça me fait ah, mon Dieu, je suis en danger, un barbu, ou quel plaisir, un barbu. Et donc, si tu veux, tout le truc du conditionnement, être pris dans la dualité, c'est ça. Être pris dans la dualité, c'est exactement ce que je viens de décrire. C'est ce qu'on appelle les kleshas dans le livre de Yoga Sutra, mais qu'on appelle la dualité d'une façon générale. Alors, la non-dualité, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est être pris dans la dualité ou être libre des conditionnements de la dualité. Ce qu'on appelle la non-dualité, c'est une liberté par rapport à choisir un des deux pôles. Donc la liberté, c'est être en rapport à, plutôt qu'être pris par un des deux pôles. Mais il me semble qu'on avait déjà on avait déjà exprimé ça. Mais peut-être il y a très longtemps, en fait. Oui, 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 oui. Enfin, moi, je me, tout ce que tu dis me semble être du déjà vu. Je sais plus si c'est Ah avec bah toi. oui, Mm, avec d'autres, mm. certainement, avec moi aussi. Je crois qu'on en a parlé, oui. Mais il y a longtemps. Parce qu'après, Oui. j'en reparle par bribes. Je me demande si c'était pas justement dans les topos d'explication que les chats. Ah bah dans les cléchages, j'en ai reparlé au début du livre 2, mais dès le début. En fait, Ouais. les 25 tattvas, je les expose à la lecture des 4 premiers sutras. Ou dans Sukha Dukkha, peut-être. Sukha, dukkha, c'est un problème de dualité. Ouais. Ka, c'est le firmament. Sukha, c'est d'être avec ce mouvement absolu et divin. Et dukkha, c'est une disjonction de ce être avec. Pour moi, dukkha, de façon très phénoménologique, c'est sukha. Tu t'allonges dans l'herbe un soir sans nuages et sans pollution lumineuse, et tu es avec ka, le firmament. Sukha. Et dukkha, c'est le firmament ne va pas se déglinguer, hein. Mais par contre, j'aurais trop picolé, je m'allonge, et là, le mouvement d'ordinaire si parfait et harmonieux, devient n'importe quoi. Dukkha, c'est
moi qui délire, en fait. C'est un désordre interne qui peut être provoqué par l'alcool. Je m'allonge et les étoiles font n'importe quoi. Enfin, c'est ce qui me... Voir, malade. Ouais, tu vois, les étoiles dansent n'importe comment. C'est ça, dukkha. Et quand on traduit dukkha par souffrance, je suis toujours malheureux. Parce que la souffrance est liée au soufre et à une brûlure, à la brûlure du soufre. Et si tu veux, toutes les idées qu'on peut avoir sur la souffrance, c'est lié au fait que ça me brûle, ça me fait mal, je brûle, je hurle de douleur parce que je suis agressé. C'est pas du tout le sens de dukkha. Dukkha, c'est que je déconne. Alors le monde me semble déconnant. J'ai trop bu et les étoiles m'apparaissent dansant n'importe comment. Bah, évidemment, c'est une illusion, dukkha. Les ka est stable. Tu vois, après, on peut y aller à l'infini pour tout redéployer à partir de là.